Les emplois ne disparaissent pas à cause de l'intelligence artificielle, les emplois disparaissent à cause des décisions des dirigeants qui privilégient l'intelligence artificielle, le profit et les économies de coûts au détriment des emplois humains. Nous parlons seulement de profit et d'orientation des entreprises. Mais il y a des répercussions humaines et ces répercussions humaines vont au-delà de la politique. Kate O'Neill, fondatrice et présidente directrice générale de KO Insights. Votre livre What Matters Next, guide du leader pour prendre des décisions technologiques humaines. Dans un monde qui évolue trop vite, l'économie évolue de toutes ces manières différentes vers une centralisation énorme entre de moins en moins d'entreprises. C'est aussi la perturbation du travail. Qu'est-ce que cela signifie pour les individus d'être résilients, agiles et adaptables dans ces contextes? C'est une très, très grande discussion. Bonjour à tous. Mon équipe et moi avons créé des contenus et histoires qui informent, inspirent et vous apportent une vraie valeur. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vérifier que vous êtes bien abonné. Soutenez notre travail et restez informés de chaque sortie en nous rejoignant dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. Appuyez sur le bouton d'abonnement et restez à l'écoute pour nos dernières nouveautés. Bonjour et bienvenue sur Dinis Guarda, l'émission podcast YouTube, une fois de plus propulsée par citiesabc.com, intelligentisque.com et businessabc.net. Une fois de plus, nous sommes ici pour présenter des leaders et des personnalités mondiaux qui font le lien entre les affaires, la technologie et la société. Et je pense que dernièrement, nous approchons maintenant des 400 personnes que nous avons interviewées dans ce podcast. Je m'efforce toujours d'inviter des personnes qui m'inspirent ou me poussent à repenser les choses. Et nous sommes dans un moment très particulier où nous devons façonner le monde. Et aussi, je dirais que c'est unique dans l'histoire, probablement dans les dernières. Tout dépend de la façon dont on calcule l'histoire. Il y a 100 000 ans d'histoire de l'humanité en tant que civilisation et probablement seulement 30 000 ans de véritable civilisation, 10 000 ans de mémoire durable au moins. Et l'une des choses que j'aime souligner, surtout dans le cadre de cette interview aujourd'hui, c'est allons-nous façonner ce leadership à une époque où nous devons faire face à une nouvelle espèce que nous avons en fait inventée, que cela vous plaise ou non. Il existe une espèce étrangère ou une espèce d'intelligence artificielle. Donc pour cela, je suis très heureux d'accueillir dans notre série Kate O'Neill, qui est une personnalité humaniste de la technologie, une influenceuse mondiale et une leader visionnaire. Elle a dirigé de nombreux projets et discussions, à la fois en tant qu'auteure, conférencière et leader d'opinion. Aussi en tant que conseillère pour les entreprises du Fortune 500, c'est-à-dire les plus grandes du monde. Ainsi, Kate est la fondatrice et présidente directrice générale de KO Insights, un cabinet de conseil stratégique qui aide les organisations à naviguer dans la transformation numérique tout en plaçant l'expérience humaine au centre. Dans ce travail, elle a mené de nombreuses missions pour des entreprises du Fortune 100, des géants technologiques et des institutions mondiales. Et sur ses principales réalisations, elle a été l'une des 100 premiers employés de Netflix, pionnière du tout premier poste de gestion de contenu de l'entreprise. Elle a également développé Toshiba, le premier Internet américain, et fondé MetaMarketeer, une agence de stratégie numérique axée sur l'expérience client. Donc, en ce qui concerne notre travail en tant que conférencier principal, il y a beaucoup de travail. Comme 17 ans pour Google, International Business Machines Adobe, Microsoft et Cisco. Et aussi en animant de nombreux programmes et ateliers avec des entreprises comme Coca-Cola, McDonald's et Charles Schwab. Et en ce qui concerne la série Google, elle est également intervenue. C'est la journée de l'ingénierie, pour n'en citer que quelques-unes. Elle a donné des conférences à Harvard, Cambridge et Yale, avec une liste impressionnante, incluant des comparaisons avec le groupe de management Peter Drucker. Je veux aussi mettre en avant nos réalisations, surtout en tant qu'auteur, ce dont je pense que je vais parler dans cette interview en tant qu'auteur respecté. Kate a écrit plusieurs livres influents, dont Tech Humanist en 2018, ainsi que Pixels and Plays. Qu'est-ce qui compte ensuite? C'est le dernier livre de 2025 dont nous allons également parler ici.
Et son travail a été présenté dans de nombreuses publications telles que Wired et États-Unis d'Amérique Today. La liste est longue, il y a bien d'autres choses, mais aujourd'hui, je m'en tiendrai là. Nous ajouterons la biographie et le wiki sur businessabc.net pour que vous puissiez consulter notre wiki et ses informations. Donc, Kate, c'est un plaisir de vous avoir ici et un honneur. Eh bien, merci, Dinis. Quel moment incroyable de t'écouter lire tout cela. Et j'ai bien peur que ce soit tout le temps dont nous disposons. La biographie, n'est-ce pas? Non, non, ton travail est incroyable, ainsi que ta passion pour ce que tu fais. Et ce que j'aime, c'est que tu as évolué entre trois domaines qui me tiennent aussi beaucoup à cœur. Entre travailler avec de grandes entreprises et tenter de faire la différence. Ensuite, la réflexion et la recherche. Puis troisièmement, bien sûr, l'écriture et la publication. Et enfin, troisièmement, l'un, c'est le coaching et aussi le fait d'avancer, ce qui n'est pas une tâche facile, surtout avec tout ce qui se passe de nos jours, en particulier la rapidité et beaucoup d'autres choses. Donc, je veux commencer par une question que je pose habituellement, mais probablement dans votre cas, je vais faire de la rétro-ingénierie. Donc, en tant que quelqu'un qui a fait tant de choses, et je pense que vous êtes un homme d'action à bien des égards et un fantastique esprit moteur, quelle a-t-elle été la personne qui l'a influencé? Probablement, si vous remontez à votre plus jeune âge, c'est toujours quelque chose que j'aime commencer. Une personne ou, je ne sais pas, une école ou un membre de la famille ou un mentor qui vous a probablement le plus influencé lorsque vous avez commencé tout cela et qui a marqué votre carrière. C'est une question amusante et très intéressante. Je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais comme je suis sûre que beaucoup de personnes avec qui vous avez parlé le diraient aussi. Mais ce sont en quelque sorte les étapes de la vie, le moment où quelqu'un vous donne le bon type d'encouragement, n'est-ce pas? Je me souviens qu'en cours moyen, j'obtenais de très bons résultats aux tests de mathématiques et je faisais mieux que tout le monde dans ma classe, y compris mon enseignante de l'époque. Monsieur Kakavis, je doute qu'il soit encore là, mais si c'est le cas, j'espère qu'il verra ceci. Un grand salut à vous, monsieur. Il a expliqué s'être dit que cet élève avait besoin de conseils et d'un défi. Et donc il m'a prise, mais il a fait en sorte de ne pas me mettre à part. Il a choisi deux autres camarades de classe qu'il pensait être doués en maths et capables de réussir, qui pouvaient faire du travail avancé, et il nous a prises toutes les trois à part pour nous donner des défis mathématiques supplémentaires afin de nous faire progresser. En cours moyen, nous faisions de l'algèbre, du précalcul et des exercices très avancés. Et je pense que c'était pour moi un très bon exemple de, vous savez, il n'y a aucune raison de ne pas se lancer des défis pour faire plus. C'est une leçon. Je pense que ça vient un peu de là. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas être la personne qui aide quelqu'un à développer plus de compétences et, en quelque sorte, à l'emmener à un autre niveau. Et il n'y a pas non plus de limite à la quantité de connaissances qui existent. Et si nous sommes curieuses et motivées, nous pouvons continuer à nous entourer de tout cela. Tout au long de ma carrière, certaines personnes ont compté. En y repensant, je pense notamment à Monsieur Kakavis, qui m'a prise à part pour nous donner des cours de mathématiques supplémentaires. Je pense que cela a vraiment donné le ton à ma curiosité et à ma motivation et, vous savez, à mon intérêt pour trouver toutes les connaissances possibles et essayer de leur donner un sens. Et il semble, Denis, que cela pourrait aussi être vrai pour toi. C'est une belle histoire et très inspirante, et je pense que nous ajoutons tous des personnes. En avoir une en particulier fait une vraie différence, surtout au début, car cela peut changer toute une vie. Et parfois, on tient cela pour acquis. Et je suis toujours reconnaissant envers ces personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes. J'ai aussi l'une de ces personnes dans mon passé. Alors, Kate, une autre question concernant votre fondation. En tant qu'écrivaine, et vous avez écrit beaucoup de choses, j'ai cité quelques livres, mais la liste est longue. On pourrait même faire un podcast juste sur vos livres. Beaucoup d'éléments viennent de Le futur commence maintenant. Ce sont des perspectives sur l'avenir des affaires, de la technologie et de la société, juste pour les personnes qui nous écoutent. La connexion, comment les meilleurs leaders créent un vrai lien humain dans un monde connecté. L'os m'a appris sur l'amour, la joie et le sens de la vie de façon très personnelle. Donc, tu écris depuis 2000, je dirais. En fait, depuis longtemps, vraiment depuis longtemps. Probablement, donc avant que je parle de tous les livres, et j'en aborderai certains, et certains sont plus personnels. Ils sont généralement liés à la technologie.
Racontez-nous comment vous avez commencé à écrire et comment cela influence votre travail d'homme d'affaires et de technologue. C'est drôle, et il y a une autre histoire d'enfance apparemment apocryphe. On dirait que j'invente, mais c'est vrai. En première année, j'ai remporté un concours d'État pour jeunes programmeurs dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Et cette même année, j'ai aussi remporté la première place à un concours de jeunes auteurs pour avoir écrit un livre intitulé Hairman, Le cheval se perd. Et donc, le programme que j'ai créé pour le concours de jeunes programmeurs, d'ailleurs, s'appelait Doggy, donc il y avait un thème animalier dans ces deux œuvres. Mais je pense que cela démontre qu'il y a cette fascination de toute une vie pour la technologie, pour l'écriture, pour le mot écrit et pour la communication. Et donc, je pense que c'est simplement là. C'est vrai, toute ma vie, j'ai toujours voulu m'exprimer à travers l'écrit. Vous savez, trouver des moyens de dire quelque chose d'original et de significatif qui crée en quelque sorte une nouvelle réflexion. Je crois que vous l'avez dit dans votre introduction, l'idée d'amener les gens à de nouvelles façons de penser les choses. Je pense que c'est l'une des expériences les plus profondes que je connaisse. C'est quand quelqu'un revient vers moi et me dit, je vois les choses d'une manière totalement différente maintenant. À cause de ce que vous avez écrit ou dit, et ça je veux dire, imaginez si quelqu'un vous disait que vous pouviez créer une technologie qui changerait la façon dont les gens pensent à quelque chose, vous seriez comme, ça a l'air puissant, genre, est-ce qu'on devrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Mais vous le pouvez déjà, et c'est simplement avec la communication, avec l'écrit, avec la parole. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fascinant dans la dynamique entre humains pour moi, et ça l'a toujours été tout au long de mon parcours, de ma carrière. C'est ce thème récurrent du langage. Est-ce que cette technologie incroyablement puissante nous permet de nous connecter les uns aux autres, de remodeler la façon dont nous pensons les uns des autres, si nous savons bien l'utiliser? Et qui nous permet de créer des liens et de laisser des impressions durables qui peuvent durer pour l'éternité ou aussi longtemps que les mots écrits subsistent. Donc je trouve cela incroyablement fascinant et pour moi ce thème du langage comme première technologie humaine est celui qui revient sans cesse dans mon travail. Oui, et le langage est probablement à l'heure actuelle la première étape de cette nouvelle intelligence LED. Ce que nous écrivons et notre façon de le faire avancer ont plus d'impact, même si parfois le langage, l'intelligence ou notre capacité à diriger la réflexion diffèrent légèrement. Donc, pour revenir à votre parcours, j'aimerais aborder ce parcours en termes de ses expériences. Donc, à partir de l'écriture et de cette démarche, vous avez connu ce début en entreprise et vous êtes bien sûr également reconnu comme un humaniste technologique. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont contribué à ces 25 années d'expérience dans la technologie, la stratégie et l'innovation. Donc, un peu de contexte. Comment débutez-vous une carrière? Nous examinons l'influence des personnes aujourd'hui parce que bien sûr, il y a tellement de points forts, tant sur le plan académique que dans votre rôle de rédacteur technique. Et puis, bien sûr, il y a Netflix, ce qui représente un saut important et significatif, surtout en étant l'un des premiers. Donc, juste un peu de ce contexte avant que nous passions au livre et à votre présence. Oui, merci. J'ai souvent l'habitude de dire cela aux étudiants lorsque je leur parle. Vous savez, la direction qu'ils prennent dans leur propre carrière ou la façon dont ils abordent leurs études afin de façonner la carrière qu'ils souhaitent avoir, c'est que je pense qu'il est extrêmement important de laisser la curiosité nous guider. Et j'avais de la curiosité pour beaucoup de choses. La langue, le théâtre, vous savez, tout ce qui touche à la performance, la musique aussi, encore une fois, une forme de communication, une forme de performance, mais aussi la technologie, les mathématiques et beaucoup d'autres domaines. Et donc, c'était vraiment difficile pour moi de choisir la matière principale que j'allais étudier à l'université et j'ai choisi la langue. Parce que je m'imaginais interprète à l'Organisation des Nations Unies. C'était la vision que j'avais de moi-même. C'était comme, je vais devenir ça. Je pourrais toujours être actrice, je pourrais toujours être musicienne, tu vois, toutes ces choses pourraient arriver. Je n'ai pas besoin d'un diplôme universitaire pour cela, donc je n'en obtiendrai pas dans ces domaines. Je vais me concentrer sur la chose pour laquelle, si je veux la faire, j'ai besoin d'un diplôme universitaire. Et toutes ces autres choses restent quand même des options pour moi, donc je pense que garder ces options ouvertes est un aspect vraiment important de tout ça.
Mais j'ai choisi les langues et j'ai fait une majeure en allemand, une mineure en russe et en linguistique, avec une spécialisation en études internationales. Et grâce à cela, ça a vraiment été une excellente base éducative pour moi pour réfléchir aux composantes du langage et vraiment comprendre la langue comme un système. Donc, vous savez, ça a un peu formé la colonne vertébrale de ce dont nous venons de parler, cette idée de la langue comme première technologie humaine. En même temps, cela m'a donné l'opportunité de devenir la superviseure du laboratoire de langue à l'Université de l'Illinois à Chicago. Et c'était à une époque où le web visuel, le World Wide Web, venait d'apparaître et il y avait le tout premier navigateur web graphique. Mosaic est apparu. Je l'ai vu et j'ai eu des frissons dans la nuque. Vous savez, ce moment où vous vous dites, quoi, c'est fou. Je me suis dit que ça allait tout changer. Et donc, le fait que j'ai eu l'opportunité, en tant que responsable de ce laboratoire de langue, de créer un site web pour le labo de langue, c'était une chance de vraiment mettre les mains dans le cambouis, vous savez, de travailler avec le web et de construire un site. Il s'est avéré que c'était le tout premier site web, le premier site départemental de l'université, et c'était assez tôt. Je ne sais pas si Déniche, si tu te souviens de cette période, vers 93-94, où les gens faisaient des listes manuscrites de quel site web était nouveau chaque jour, parce qu'il y en avait si peu, je pense que ça épaterait vraiment les jeunes aujourd'hui. L'idée qu'il ait pu exister une époque où il n'y avait que, tu sais, quelques dizaines de sites web qui apparaissaient en ligne chaque jour. Mais le site web de mon laboratoire de langue à l'Université de l'Illinois à Chicago en faisait partie. Il a attiré l'attention d'un employé de Toshiba. Et il m'a contacté parce que j'avais mis l'adresse email de la webmestre de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, peu importe, dans le pied de page du site web. Nous avons commencé à échanger et il m'a recruté chez Toshiba pour faire de la rédaction technique et construire un intranet pour eux. Et il s'est avéré que c'était le tout premier intranet chez Toshiba. Et donc, je pense que ce schéma est vraiment important parce que nous sommes à une autre époque où il y a une opportunité d'être pionnière. Mais je pense qu'il faut avoir une compréhension très claire de ce qui éveille ta curiosité et de ce qui te motive, tout en gardant cela avec souplesse. Parce qu'il faut aussi savoir être opportuniste par rapport aux choses qui émergent et aux opportunités qui se présentent. Et être capable de dire, tu sais quoi, je ne l'avais pas vu venir, mais je vois comment je pourrais appliquer cette curiosité et ces compétences à ce problème. Et aller découvrir quelque chose que personne n'a encore découvert, puis passer au problème suivant et encore au suivant. Et cette opportunité existe aujourd'hui et j'espère vraiment que les jeunes qui écoutent ou les parents de jeunes pourront transmettre ce message. Je pense que nous avons vraiment besoin que les gens apportent leur meilleur esprit, leur plus grande curiosité et leur meilleure capacité de résolution de problèmes aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Complètement. Et c'est aussi une très belle histoire. Et cela explique, je pense, vraiment tout le chemin que nous avons parcouru depuis, ainsi que la rapidité, parce que c'est un monde différent. À cette époque, j'étais encore à l'université. En même temps, ben, je me souviens aussi de ma première expérience d'écriture. En fait, j'ai écrit un petit livre sur la langue et la poésie, et en réalité, j'étudie la même chose que toi, donc cela m'amène à un petit groupe d'émotions et de souvenirs. Non, c'est fantastique. Nous avons beaucoup en commun, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment très intéressant en fait. Et aussi, bien sûr, les questions de linguistique et de langue sont beaucoup plus importantes maintenant pour comprendre Internet et aussi les systèmes d'intelligence artificielle. D'après cette expérience avec Toshiba, elle est impressionnante car elle a contribué à créer le premier Internet et son influence est certaine. Cela est arrivé chez Toshiba, une entreprise japonaise habituellement un peu lente. Bien qu'elle soit innovante, elle demeure aussi très traditionnelle. Vous êtes allé chez Netflix et bien sûr, Netflix étant l'une des premières entreprises et les employés y sont vraiment impressionnants. Surtout, gardez à l'esprit comment Netflix a complètement changé notre façon de consommer le divertissement et tout le reste. En ce moment, il est intéressant de savoir que Netflix vaut plus que tous les studios d'Hollywood réunis. C'est donc aussi intéressant de rappeler la puissance de cela, un peu de ce contexte, et je pense que c'est une expérience vraiment fantastique. Oui, merci, j'ai adoré le moment Netflix de ce parcours. C'était vraiment une partie très, très amusante. J'ai quitté Toshiba. En fait, je suis partie pour rejoindre une startup qui n'était pas Netflix et j'ai enchaîné plusieurs startups.
C'était la Silicon Valley. Dans les années 90, il y avait déjà de nombreuses startups comme aujourd'hui. Et donc, j'ai développé un ensemble de compétences qui a rapidement évolué pendant cette période, ce qui, encore une fois, je pense, est une leçon très importante à retenir pour les jeunes ou les personnes en début de carrière. Est-ce que cette période, ce stade de ta vie, c'est le moment où tu peux simplement absorber tout comme une éponge et relever de nouveaux défis, accepter de nouvelles missions et simplement accumuler de nouvelles compétences et être une généraliste, tu sais, quelqu'un qui est capable d'aborder des problèmes que personne n'a jamais vus auparavant avec une sorte de couteau suisse d'outils parce que tu as vu tellement de choses différentes et que tu es capable de synthétiser la résolution de problèmes. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que après une série de startups, j'ai acheté un lecteur disque vidéo numérique et il y avait à l'intérieur un prospectus pour cette nouvelle startup appelée Netflix et il louait des disques vidéo numériques par courrier. Et quand j'ai commencé à utiliser le service au bout de quelques semaines, je crois qu'ils m'ont envoyé un email disant Hey, aimeriez-vous faire partie d'un programme bêta? Nous testons un modèle où vous pourriez simplement être dans un forfait d'abonnement et nous vous enverrions des disques vidéo numériques selon votre abonnement. Donc, ils avaient inventé la file d'attente, qui était évidemment, vous savez, une étape après la location un par un et avant qu'ils ne trouvent le streaming. Et j'ai dit, oui, j'aimerais bien essayer ça. Et dès que je l'ai utilisé, j'ai dit, ils ont vraiment trouvé quelque chose de spécial ici. C'était encore un de ces moments où je me suis dit, ça va tout changer, des frissons dans la nuque. Alors j'ai en fait envoyé mon curriculum vitae chez eux et j'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce dont vous avez besoin ou ce que vous avez, mais voici ce que je peux faire. Voici quelques-unes de mes compétences. Je souhaiterais vous aider à réfléchir à la façon d'aborder certains de vos problèmes. Ils ont créé pour moi le premier poste de responsable du contenu avec une équipe de producteurs de contenu. Donc, nous gérions la base de données de films, vous savez, donc les données structurées, le contenu structuré sur tous les films. Et l'anecdote que j'aime raconter à ce sujet, c'est que la toute première chose que j'ai remarquée en arrivant et en regardant la base de données de contenu, c'est qu'il n'y avait qu'un seul genre par film. Ce qui, comme tout amateur de cinéma le sait, ne va absolument pas fonctionner. Par exemple, où classer les comédies romantiques? Il faut que romance et comédie soient deux genres distincts, non? Ou Ocean's Eleven ou n'importe lequel de ces films qui ont une dizaine de genres associés. Donc j'ai eu la permission de refaire toute cette relation d'entité, tu vois. Nous avons décomposé et réorganisé les structures de la base de données, tout réécrit et recodé tous les films. Ça a pris presque toute une année et presque tout le monde dans l'entreprise, tu sais, l'équipe base de données, l'équipe produit, l'équipe d'ingénierie, tout le monde était impliqué. Comme je le disais, j'étais parmi les 100 premiers employés, il n'y avait que 100 personnes. Mais quand même, c'était vraiment un gros projet et c'était difficile. Mais cela signifiait que maintenant, dans les 20 années qui ont suivi, ils ont utilisé beaucoup d'apprentissage automatique pour mieux comprendre les schémas et les relations entre les films. Et pour pouvoir faire apparaître ces catégories générées par l'intelligence artificielle, comme les films d'époque du 20e siècle ayant remporté un Oscar, ce que vous n'auriez jamais pu faire sans cela. D'abord, il a fallu corriger la limitation qui consistait à n'avoir qu'un seul genre par film. Et donc, je partage souvent cet exemple avec les dirigeants parce que je pense que c'est un exemple classique de ce que nous voulons vraiment dire quand nous parlons de transformation numérique. Cette transformation, c'est cet acte de rattraper son retard et de résoudre sa dette technique afin de pouvoir être pleinement présent dans le moment où l'on se trouve. Et ensuite, regarder vers l'avenir en pensant à l'innovation et se demander qu'est-ce que nous pourrions faire maintenant, n'est-ce pas? La transformation et l'innovation se produisent généralement simultanément et se chevauchent. Mais je pense que très souvent, les gens sous-estiment le travail nécessaire pour réaliser cette véritable transformation, le vrai travail de résolution des problèmes difficiles dans l'organisation. Donc, pour pouvoir faire un travail innovant et tout ça pour dire que c'était vraiment un plaisir de faire ce genre de choses avec Netflix parce que c'était amusant et intéressant. Ce sont des films, vous savez, c'est vraiment un sujet passionnant dans lequel travailler, mais c'est vraiment un excellent exemple pour l'avenir, vous savez, pour toujours maintenant. J'utilise encore ces exemples aujourd'hui parce que les gens peuvent s'y identifier très facilement. Donc, c'est amusant d'avoir ça dans mon parcours, de pouvoir raconter ces histoires. C'est une histoire incroyable qui prouve que j'interviewe vraiment sur ce podcast.
En fait, le dernier président directrice générale de Blockbuster, donc ça montre aussi les histoires. Et aussi, cette histoire est assez intéressante parce qu'elle montre le niveau d'innovation et ce qui s'est passé du disque vidéo numérique au streaming jusqu'à dominer tout le secteur du divertissement. Et ben, comme tu l'as dit, les fondations, la façon dont nous avons assemblé le contenu. Et c'est toujours un gros problème. Et c'est l'une des questions que je vais soulever. Comment cela influence tout ce que nous faisons? Comment nous posons ces fondations en termes de structure de, eh bien, ce qu'est Internet à cette époque? C'était dans les fondations de souffrir comme aujourd'hui, mais maintenant avec plus d'automatisation grâce à l'intelligence artificielle. Donc, à partir de cette carrière dans certaines de ces grandes entreprises et aussi dans quelques startups où nous sommes, avant que tu partes et que tu crées aussi par la suite MetaMarketeer que nous avons dirigé pendant 5 ans jusqu'en 2014, tu crées Keo Insights, alors parle-nous un peu de ça et aussi qu'est-ce que Keo Insights, comment ça fonctionne. Et cette transition du marché axé sur le digital vers Keo Insights. Oui, donc entre Netflix et MetaMarketer, il y a plusieurs années d'écart où, tu sais, certaines choses se passent. J'ai aussi réalisé d'autres missions de conseil. J'ai travaillé pour Hospital Corporation of America, la corporation hospitalière d'Amérique, l'une des plus grandes entreprises du secteur. C'est la plus grande entreprise de soins de santé à but lucratif mondial. Je crois que j'ai travaillé pour Magazines.com, qui était encore un peu similaire à Netflix dans le sens où il s'agissait de données structurées sur une expérience de commerce électronique. Et donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir faire ça. J'ai aussi travaillé pour une entreprise qui était une filiale à part entière de BMI, la Music Publishing Clearinghouse, qui faisait de la reconnaissance d'extraits de chansons pour l'inventaire radio afin de pouvoir faire l'inventaire des chansons diffusées à la radio. Tout cela était vraiment intéressant. C'était comme goûter, découvrir différents secteurs et avoir une idée des différents problèmes à résoudre dans ces secteurs. Et donc, quand j'ai lancé MetaMarketer, qui était une société d'analytique et de stratégie destinée à aider les organisations à utiliser de meilleures bases d'expérience client pour obtenir de meilleurs résultats. Vous savez, grâce aux données. Et ce que j'avais constaté, c'est que beaucoup des entreprises avec lesquelles je travaillais ou à côté desquelles je travaillais avaient du mal à gérer la quantité écrasante de données. Et en ce qui concerne l'analyse et la prise de décision stratégique, les données, les chiffres qui leur étaient présentés, il n'y avait pas vraiment encore de discipline à ce sujet au début des années 2000. La plupart des personnes qui accédaient à un poste de responsable marketing ou à un poste de conseil stratégique en entreprise n'avaient pas de formation en statistique ou en analyse de données et n'arrivaient pas vraiment à synthétiser la compréhension plus classique et axée sur la marque du marketing avec l'utilisation des statistiques et de l'analytique pour prendre des décisions marketing, même s'il existe une discipline très solide dans le marketing pour comprendre les chiffres. Par exemple, si vous faites du publipostage, il y avait ce type de compétences, mais elles manquaient beaucoup chez les dirigeants d'entreprise. Donc, nous avons trouvé une opportunité de créer cette entreprise sous forme d'agence. Et j'ai fait cela pendant 5 ans. Comme vous l'avez mentionné, ce que j'ai découvert, c'est que c'était la partie conseil direct, travailler avec les entreprises et être dans l'entreprise. Les aider à résoudre leurs problèmes était plus difficile à faire en tant que cabinet de conseil, en tant qu'agence, que pour moi en tant qu'individu. Quand je passais d'une entreprise à l'autre et que je m'y insérais pour résoudre le problème. Donc, j'ai fini par quitter cette entreprise et créer KO Insights afin que cela puisse être plus axé sur le leadership éclairé et le changement de mentalité. Cela doit se produire au niveau de la direction afin de créer les bonnes conditions pour que de meilleures décisions puissent être prises et pour créer un environnement où les expériences humaines ne sont pas une réflexion après coup, mais font partie intégrante de la prise de décision stratégique dès le départ. Cela va de pair avec l'analytique, domaine dans lequel nous avons beaucoup progressé d'ici 2025. À ce stade, les gens, en général, au sein des organisations, sont bien meilleurs pour utiliser l'analytique de manière stratégique. Mais ce qu'ils ne savent pas toujours très bien faire, c'est combiner toutes ces différentes perspectives. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une perspective axée sur les données? Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une perspective centrée sur l'humain? Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une approche très ciblée, descendante, axée sur le leadership, vous savez, une vision exécutive de la direction que vous souhaitez prendre en tant qu'organisation?
Ce sont toutes des façons très différentes de penser l'organisation. Et elles ne mènent pas toujours à une bonne prise de décision, elles ne conduisent pas toujours aux meilleures décisions qui profitent à la fois à l'entreprise et aux personnes extérieures à l'entreprise. Je voulais simplement réunir tout cela de façon plus cohérente. Pouvoir aider les gens à naviguer dans la complexité de la technologie et des données et dans ce qui se passait, les changements rapides qui ont lieu dans le domaine technologique, tout en adoptant une vision très stratégique du but et de la direction à prendre et en intégrant réellement l'humain au centre du processus le plus tôt possible. Donc, c'est un peu devenu ma mission depuis que j'ai lancé KO Insights en 2014. Il s'agit surtout de leadership éclairé, principalement par la rédaction d'articles. Je suis conférencière professionnelle. C'est la plus grande partie de mon travail. Monter sur scène et essayer de transmettre une idée à travers la conférence elle-même. Et ensuite, faire en sorte que ce message continue de vivre chez les centaines et les milliers de personnes présentes dans ces publics. Et de cette façon, le message touche bien plus de personnes que si je travaillais simplement en tête-à-tête au sein des organisations en essayant de provoquer le changement ainsi. Selon moi, c'est l'ensemble de ces niveaux qui apportent le plus de changement. Oui, c'est incroyable la façon dont tu t'y es pris et aussi le succès que tu as eu avec ça. Parce que ce n'est pas simple de garder un travail stable, surtout en conseillant ces grandes entreprises et en restant pertinent. Parce qu'une des choses que les gens sous-estiment, c'est la quantité de travail qu'il y a derrière le fait de rester actif. Ou je dirais la quantité d'informations qu'on doit constamment mettre à jour au plus haut niveau, puis créer de l'engagement avec des publics du monde entier en tant qu'orateur moi-même. Et c'est aussi très chronophage. Et je sais que le marché américain est fantastique pour ça. Avant d'évoquer vos livres, je souhaite aborder les humanistes technologiques. C'est un podcast fantastique et vous avez aussi travaillé avec deux autres personnes et c'est incroyable ce que vous avez accompli. C'est aussi le travail que vous avez accompli en le construisant et également la façon dont vous le faites évoluer. Donnez-nous une mise à jour, expliquez comment nous travaillons et ce que vous accomplissez avec cela. Le Tech Humanist Show est un podcast que j'ai lancé en 2020 pendant la pandémie. Je pense que beaucoup d'entre nous qui sommes conférencières avons d'abord constaté que les scènes nous manquaient. Mais nous cherchions aussi des moyens de nous connecter et de communiquer avec les gens. Donc, vous savez, à ce moment-là, nous faisions beaucoup de conférences virtuelles et il était très naturel, je pense, d'utiliser Zoom et le streaming en direct pour se connecter avec les gens. Je faisais des directs, discutant 1 heure avec des personnes sur la technologie et son impact sur l'humanité. Et c'est simplement que cela semblait être la façon dont les gens voulaient le plus consommer. Au bout d'un moment, c'était vraiment sous forme de podcast, donc c'est passé d'un événement centré sur la diffusion en direct et le multimédia à quelque chose de plus formaté, un podcast. Et j'en suis contente parce que cela nous donne l'occasion de faire des choses différentes de ce que nous faisions en direct. Le direct était vraiment centré sur, comme ici, une interview avec une seule personne. Mais le podcast nous a donné l'occasion de dire, prenons un sujet comme la vie privée et essayons de discuter des 3 ou 4 angles différents sous lesquels nous pourrions vouloir aborder la vie privée, et de citer différents experts tout au long de l'émission, et vraiment arriver à certains des points les plus importants que les gens devront retenir de cela. Donc cela a beaucoup évolué. Après beaucoup d'hésitations sur le format, nous venons de remporter un Web Excellence Award, ce qui nous rend très heureuses et fières. Mais c'est toujours moi. Je suis l'animatrice et la productrice exécutive de l'émission. Et j'ai une équipe de personnes comme vous, qui m'aident à produire l'émission et qui s'occupent du montage et de ce genre de choses. Mais au final, c'est vraiment un projet qui me passionne et que je trouve très important. C'est vraiment une excellente façon pour moi d'écouter les gens, tout comme vous le faites, d'inviter des personnes qui... Je veux entendre certaines des nuances de ce qu'ils pensent et j'ai la possibilité de poser des questions, d'écouter et de répondre. Et en tant que personne curieuse, tout comme toi, Dinich, je trouve que c'est une occasion formidable d'être simplement une élève à ce moment-là et d'être quelqu'un qui est capable d'écouter, mais aussi d'orienter la conversation comme toi vers ce que je peux. Je remarque un détail et me dis, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, j'aimerais approfondir.
Et soudain, le sujet que nous allions explorer pour l'épisode devient un peu différent parce qu'on vient de découvrir quelque chose de vraiment important. Cela m'a aussi permis, par exemple, d'être invité à donner des conférences principales sur des sujets que je ne maîtrisais pas vraiment. L'industrie comme l'exploitation minière est actuellement un sujet très important. Les minéraux de terres rares, ils sont très disputés. Vous savez qu'on va en entendre beaucoup plus parler dans les années à venir. J'ai été invité à faire une conférence principale pour une association minière et je me suis demandé quel est le débat technologique sur l'exploitation minière. Alors j'ai invité la présidente directrice générale de l'association pour une interview et elle avait des perspectives incroyables à ce sujet. Ce fut une excellente expérience d'apprentissage pour moi et une ressource précieuse pour les participants qui ont ainsi compris pourquoi l'association m'avait invité comme conférencière principale à ce congrès. Parce que c'était comme si les deux facettes de ces deux mondes pouvaient se connecter et s'entrecroiser grâce à cette discussion dans le podcast. Donc, je pense qu'il y a des façons incroyables dont ce genre de discussion, ces podcasts, peuvent vraiment servir à de nombreux aspects différents de la fonction. Et fournir autant d'informations de manière aussi riche à tant de personnes concernées. C'est un podcast fantastique. J'ai suivi certaines choses et fait des recherches, et c'est aussi très spécial la façon dont tu le mènes. Donc, je veux me concentrer sur les livres parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je veux demander. Donc, au cours de cette carrière, juste avant d'aborder certains sujets et questions sur les livres que vous écrivez tous. Alors, comment avez-vous réussi à gérer à la fois votre carrière en tant qu'entrepreneur ou tout d'abord en travaillant pour des entreprises, puis comme entrepreneur et enfin comme écrivain? En parallèle, parce que je crois que je suis un grand fan de podcasteurs, de penseurs et d'écrivains et bien sûr d'en faire partie moi-même. L'une des choses spéciales, c'est que lorsque vous écrivez, vous pouvez vraiment traiter beaucoup de choses. Et parfois, je me bats avec mon équipe pour m'assurer qu'ils mettent les choses par écrit. Et il y a même beaucoup de choses comme l'écriture elle-même. Il y avait une interview fantastique entre Tim Ferriss et Robert Rodriguez, qu'il a en fait tenu un journal avec ses enfants, et cela a complètement changé la façon dont les enfants. C'est très beau comme tu l'as exprimé. J'en parle ici car en tant qu'écrivain, cela m'a beaucoup aidé. Même si parfois jongler entre l'écrivain, l'entrepreneur et le leader d'opinion n'est pas facile. Écrire un livre, c'est désormais ton temps plein thérapeutique et ton activité principale. Tu peux faire des choses incroyables, mais en même temps, tu dois mettre ta personnalité, tes différences, et beaucoup de ces livres prennent des années à être écrits. Donc, un peu de ton parcours, comment tu gères tout ça? Oui, je pense que tu as raison, Denise. Il faut comprendre que l'écriture a plusieurs fonctions, n'est-ce pas? L'écriture comme forme de réflexion ou de pré-réflexion est une fonction vraiment importante pour quelqu'un, pour n'importe qui, vraiment. Mais surtout pour des personnes comme toi et moi qui construisons toute une carrière autour de la pensée nouvelle et originale, de la synthèse d'idées et qui apportons ces idées sur le marché d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il est vraiment important pour nous de comprendre l'écriture comme un outil de réflexion. Mais je pense aussi qu'il est important que nous soyons suffisamment honnêtes intellectuellement pour reconnaître que toute écriture n'est pas forcément cela, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'écrits qui ont un objectif plus utilitaire, comme répondre à vos emails, et il y a beaucoup d'écrits qui sont plus transactionnels par nature ou un peu plus superficiels. Donc, je pense que si on analyse bien, il y a une opportunité pour nous de nous préparer à la façon dont l'intelligence artificielle générative, change notre manière d'aborder l'écriture. Pour moi, tout au long de ma carrière, ça a été un mélange, je pense, d'envoyer des emails à la va-vite et de faire toute l'écriture rapide qui est nécessaire. J'ai toujours été assez rapide pour écrire ce genre de choses, et puis j'ai compris que l'écriture, sous toutes ses formes, m'a toujours intéressée. J'ai écrit de la poésie, des chansons et des pièces de théâtre. J'ai toujours été fascinée par l'écriture, parce que c'est une façon d'exprimer une nouvelle idée, n'est-ce pas? Une façon de dire quelque chose avec ses propres mots, comme une manière bien à soi de dire une chose que, j'espère, personne d'autre n'a dite auparavant. Et donc, il y a cet aspect-là, mais je pense encore une fois qu'il faut nous préparer à l'avenir pour cette transformation de l'intelligence artificielle générative dans laquelle nous sommes déjà. Mais nous allons être encore plus dans ce domaine au fil du temps.
où nous devons comprendre comment nous traitons l'écriture par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour rédiger, faire des premiers jets pour nous de choses. C'est très bien si c'est plutôt ce genre d'écriture fonctionnelle ou de routine. Mais je pense que si nous abordons l'écriture comme une forme de réflexion, nous devons nous pousser à entrer dans notre esprit et à vraiment comprendre l'enchevêtrement de ce qui s'y trouve. Et le faire sortir, le mettre sur papier, même si le papier est en fait un écran, parce que c'est une partie tellement importante du fait d'être humain et d'être une personne qui réfléchit. Donc ce processus m'est toujours très cher et c'est encore quelque chose auquel je ne renoncerai jamais. Je ne peux pas imaginer y renoncer un jour. Même si j'ai été une des premières à adopter l'intelligence artificielle générative et les outils d'écriture basés sur l'intelligence artificielle et que j'en fais un usage intensif. Mais je sens que je fais la différence entre le moment où j'ai besoin d'écrire comme une forme de réflexion et celui où j'ai besoin d'écrire simplement parce qu'il faut que ce soit écrit. Et je vais utiliser tous les outils à ma disposition pour y parvenir. Oui, c'est complètement ça. Ce que tu as dit est très important et cela influence et façonne tout ce que nous faisons en ce moment. Parce que c'est la façon dont nous intégrons tout ce processus d'écriture et aussi nos auteurs comme nous aident également. L'intelligence artificielle copie parfois ce que tu fais dans certains cas. En ce moment, c'est une sorte d'hybride entre ce que tu fais et ce que l'intelligence artificielle fait. Donc, cela m'amène bien sûr à revenir à tes livres. Je vais directement parler de ton nouveau livre et j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Alors, dans ton livre, qu'est-ce qui compte ensuite? Celui-là, il est sorti en janvier 2025, il y a presque un an. Un guide pour les dirigeants afin de prendre des décisions technologiques humaines dans un monde qui évolue trop vite. Donc, un an dans l'intelligence artificielle, c'est une grande année et c'est spécial. Cette année a probablement été l'une des plus perturbatrices. Je veux en parler, donc pour ceux qui nous écoutent, nous donnerons la référence du livre. Il est fantastique. Il aborde bien sûr différents angles et il y a trois parties que je vais aborder. Première partie, un monde trop rapide. Deuxième, décisions technologiques centrées sur l'humain. Troisième, guide du futur pour les leaders. Je n'en dirai pas plus pour laisser le plaisir de lire le livre, mais je souhaite évoquer la première partie. Et c'était en janvier, donc cela veut dire que j'ai probablement écrit cela au cours des 2 années précédentes. Donc en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses également. 2025 a été l'intelligence artificielle la plus perturbatrice à ce jour et je pense que 2026 le sera encore plus, possiblement plus effrayante, même si cela peut aussi être positif. Mais c'est justement le principe de la vélocité et l'un des aspects que tu abordes, c'est le défi contradictoire de vivre dans un monde qui va trop vite. Donc, je veux en parler parce que c'est un vrai défi. Et beaucoup de gens disent, bon, l'intelligence artificielle n'est pas plus importante que l'invention du feu. Ce n'est pas plus important que l'invention de l'imprimerie ou que l'Internet. Bien sûr, c'est bien plus. Ils ont raison car il y a la langue, les défis et aussi, bien sûr, je vais compliquer la question, mais comme tu es un grand cerveau, j'aimerais avoir ton avis. Donc, d'un côté, je dirais qu'il y a deux écoles de pensée. L'une est clairement une école de pensée. Des personnes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle avec, je dirais, beaucoup d'inquiétude et on peut même parler de peur. On peut voir beaucoup d'autres choses aussi. Certains sont des alarmistes de l'intelligence artificielle nombreux dans ce domaine. Je ne parle pas de ceux qui ignorent l'intelligence artificielle. Il y a donc ces deux courants de pensée et un autre, selon moi, de plus en plus minoritaire. Il y a des personnes qui voient cela de manière très optimiste, mais en même temps de façon très réaliste. Donc, de ce point de vue, la vitesse, comment voyez-vous cela? Parce qu'au final, il est évident que l'intelligence artificielle est en train de prendre le contrôle de l'économie mondiale. Et il y a, même si vous regardez les 7 plus grandes entreprises du monde, la plupart valent 12, enfin toutes ensemble, elles atteignent 125 000 milliards. C'est la même taille que l'économie souterraine mondiale. Et gardez à l'esprit que l'économie mondiale est de 115, 120 000 milliards, donc cela représente environ 10% de l'économie mondiale. Mais l'impact qu'elles ont sur le reste de l'économie est bien plus important. Mais même ces entreprises avancent à une telle vitesse qu'à un certain moment, on se demande presque, d'accord, où allons-nous? Allons-nous simplement remplacer tous les humains et aussi allons-nous préparer 9 milliards de personnes à gérer quelque chose que très peu de gens font? Alors,
Je veux aborder cette perspective du leadership et des aspects conflictuels de la vitesse. Comment voyez-vous cela dans le contexte de votre livre et du leadership? Oui, je pense que vous avez raison. Tout d'abord, quand j'analyse ce sous-titre, je commence généralement aussi par la fin, la partie où l'on va trop vite. Parce que c'est la partie que tout le monde ressent, n'est-ce pas? Et je pense qu'il est vrai que tout le monde la ressent. La principale raison pour laquelle j'ai écrit ce livre de cette façon, c'est parce que j'entendais cela de la part des publics lors des conférences, principalement des cadres dirigeants. Donc, il s'agissait, vous savez, de dirigeants de la haute direction dans le public d'une conférence qui venaient me voir personnellement après. Vous savez, ils ne posaient pas de questions pendant la séance de questions-réponses, mais gardaient leurs questions pour un moment privé, en tête à tête, pour dire, eh bien, j'apprécie vraiment ce que vous avez partagé. Vous fournissez d'excellents vocabulaires et cadres. Je dois dire que je suis vraiment un peu effrayée en ce moment. C'est-à-dire, le rythme de la technologie est très rapide et nous sommes tenus par notre conseil d'administration de prendre ces décisions très, très rapidement. Et j'ai l'impression que nous n'avons pas le temps de vraiment comprendre quelles seront les conséquences de ces décisions. Et j'entendais ce genre de retour et j'entends toujours ce genre de retour de façon constante, encore et encore, au point où je pense que ce serait effrayant rien que de compter combien de fois j'ai entendu ça. Donc, ce que j'en retiens, c'est qu'il doit y avoir un moyen. Et j'ai essayé, dans ce qui compte ensuite, de proposer une façon de prendre des décisions plus rapidement, qui est aussi une dimension éthique, qui offre aussi une sorte de repère stratégique, qui s'inspire d'une certaine sagesse. Et pour y parvenir, il faut déjà avoir accumulé tout cela, il faut déjà avoir fait l'inventaire sur ce que c'est, vous savez, et sur ce que vous ne savez pas, mais que vous aimeriez savoir. Et donc, vous cherchez l'opportunité, vous posez ces questions afin de continuer à glaner ces choses sur le monde. Mais comme vous le dites, vous savez, certaines de ces choses vont continuer à changer. Nous allons assister à encore plus de bouleversements. Ce sont des prévisions, et la raison pour laquelle vous avez ces prévisions, c'est parce que vous avez su synthétiser le monde qui vous entoure d'une manière qui vous prépare pour comprendre à quoi ressemble l'avenir. Je pense que tout cela est un processus discipliné que, manifestement, vous savez comment faire et moi aussi je sais comment faire. Il n'y a pas tant de dirigeants dans le monde des affaires aujourd'hui qui ont les compétences ou la formation nécessaire. Parce qu'on n'enseigne pas ce que vous et moi faisons. Et c'est un peu une mentalité de futuriste. C'est clairement une mentalité stratégique. C'est une mentalité de synthèse. Mais ce que cela permet, c'est d'apprendre rapidement en absorbant très vite les informations qui vous arrivent. Et d'être capable de dire, ça a l'air important, ça aussi, tu vois. Puis laisse le reste, passe à autre chose et utilise ce que tu retires de ton environnement pour t'exprimer. Comme avec juste ces petits indices, ces signaux faibles qui se produisent dans le monde en ce moment. Je peux voir comment cela, combiné à ce que je comprends de façon perspicace sur ce qui compte pour notre organisation et ce qui compte pour notre avenir, peut faire évoluer notre orientation. Ce que nous allons devoir faire, comment nous allons devoir investir dans notre avenir. C'est la perspective du leadership organisationnel. Du point de vue individuel, c'est un peu différent, mais pas tellement. Cela signifie toujours que pour chacun de nous individuellement, nous devons considérer ce moment dans une continuité de réflexion. Nous devons le considérer comme une continuité et comprendre où nous en sommes sur cette chronologie et ce qui est susceptible d'arriver ensuite. Et être capable de nous préparer à ce qu'il faut pour être résilient et adaptable alors que les choses vont changer dans les années à venir. Et c'est en grande partie ce à quoi je pense que vous faites déjà allusion. C'est la perturbation de l'industrie, c'est l'économie qui évolue de toutes ces différentes manières vers une centralisation énorme entre de moins en moins d'entreprises. C'est aussi la perturbation du travail. Ce sont tous ces différents facteurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les individus d'être résilients, agiles et adaptables dans ces contextes? C'est une très grande discussion et je serais ravie d'en parler. Mais je pense que c'est là que l'on commence à poser les paramètres de la discussion en prenant que signifie une accélération et vitesse en termes de questions et de problèmes que cela pose au niveau gouvernemental, réglementaire, organisationnel, individuel et d'une certaine manière au niveau sociétal. Comment fonctionnons-nous en tant que société à travers toutes ces différentes dimensions? Donc, il y a beaucoup à assimiler là-dedans.
Donc, tout d'abord, comme tu l'as dit, on parle de grandes entreprises, de la façon dont elles ont du mal à s'adapter à l'intelligence artificielle. Et puis, tu abordes l'éthique, par exemple, dans ton chapitre 4, tu parles des impacts éthiques et de ce qui se cache derrière, donc parlons-en. Et tu abordes aussi l'accélération éthique. Je veux aborder ce sujet parce que ce n'est pas quelque chose qui est souvent discuté. Je pense qu'on parle de l'éthique de manière très générale, mais pas dans le sens de comment cela va impacter à la fois le leadership et la société. Soyons honnêtes, cela a déjà un impact, comme je l'ai mentionné avec vous auparavant. Donc, nous sommes, alors que nous faisons l'entretien en décembre 2025, et nous venons de recevoir récemment un rapport du Massachusetts Institute of Technology qui l'a souligné. Rien qu'aux États-Unis, 125 emplois sont remplacés par l'intelligence artificielle, ce qui équivaut à 12 000 milliards. C'est donc une part importante de l'économie mondiale et surtout de l'économie américaine. Et cela devient une question de d'accord. D'abord, l'éthique de l'intelligence artificielle et son impact sur la société ainsi que l'éthique qui en résultera. Je souhaite en parler. Je vais rendre la question un peu plus complexe, mais c'est quelque chose qui me préoccupe et je voudrais savoir comment vous gérez cela parce que j'ai réalisé quelques interviews avec certains des plus grands philosophes de l'intelligence artificielle au monde, comme Nick Bostrom et quelques autres. Par exemple, Nick Bostrom a déjà 10 ans d'avance. Il ne pense plus aux humains, mais déjà à la conscience numérique, ce qui est incroyable. Mais il reste encore beaucoup de 9 milliards de personnes non préparées, n'est-ce pas? Je ne veux pas encore abandonner l'humanité. Oui, c'est exactement ça, et ce n'est même pas une question de ce que tu aimes ou non. Il crée des milliards d'êtres sensibles numériques. Ce sera pareil. C'est une autre question. Mais ma question pour revenir à l'éthique concerne les humains. Donc le point, c'est les humains, d'accord? Comment allons-nous gérer cela? Par exemple, la majorité de la société mondiale aujourd'hui, sans aborder la géopolitique, mais la principale préoccupation des gens, c'est l'immigration et les problèmes liés à l'économie et ainsi de suite. Vous créez quelque chose qui va bouleverser tout ce que nous savons. Je veux aborder cela non seulement d'un point de vue d'entreprise, mais aussi éthique et humain, car ces questions me concernent. Je dois réfléchir à cela en tant que créateur de technologie et en tant qu'intelligence artificielle, parce qu'une chose, c'est moi en tant que leader d'opinion, une autre, c'est moi qui construis la technologie, et l'intelligence artificielle, c'est encore autre chose. Les risques qui s'ouvrent, c'est comme ouvrir une autre boîte que nous ne connaissons pas. En même temps, toi et moi sommes dans le monde occidental. Bien que l'Europe et les États-Unis traversent actuellement de nombreux défis, la question est de savoir comment ces défis évoluent. Parce que si je dis la vérité, mon intelligence artificielle va en quelque sorte apprendre et dire un peu la vérité aussi. Mais si je mens et si j'exprime beaucoup de préoccupations non éthiques. Et par exemple, en ce moment, nous en sommes déjà au stade où, par exemple, Anthropic a récemment subi une attaque de type necking dans le code de l'intelligence artificielle par un code d'intelligence artificielle. Nous avons également de nombreux exemples de LLM qui dysfonctionnent, y compris dans ma production où certains sont devenus incontrôlables. Et je ne parle pas, bien sûr, de la taille des principaux acteurs de l'intelligence artificielle. Je souhaite aborder ce sujet, d'où les deux chapitres dédiés, la réflexion de première ligne, l'éthique, l'impact et les coulisses, puis le chapitre 5 de la deuxième partie, accélération éthique sur les décisions technologiques favorables à l'humain. Je pose donc une question plus large qui rejoint la vôtre. Vos chapitres sont aussi très vastes. Oui, oui. Je pense qu'un des aspects vraiment importants ici, c'est que vous avez mentionné que ces emplois allaient disparaître et être remplacés par l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il est vraiment important de reformuler en reconnaissant que les emplois ne disparaissent pas à cause de l'intelligence artificielle. Les emplois disparaissent à cause de décisions prises par les dirigeants qui privilégient l'intelligence artificielle et qui privilégient le profit et les économies de coûts au détriment des emplois humains et de la préservation du travail humain. Et je pense que c'est vraiment important de le préciser. C'est le raccourci que nous utilisons pour être critiques, car ce sont ces décisions qui comptent vraiment pour la suite et qui nous poussent à réfléchir à ces choix éthiques. Ce sont celles qui doivent être prises dans les salles de conseil par la direction exécutive. Quand on réfléchit à ce que cela signifie de remplacer 15 000 personnes dans des centres d'appel externalisés partout dans le monde par l'intelligence artificielle, cela va évidemment avoir des répercussions en cascade qui seront systémiques, qui seront mondiales et qui seront mesurées différemment que par la seule marge bénéficiaire de cette entreprise.
C'est cela, je pense, qui nous est demandé. Ce moment exige de nous que nous pensions de manière holistique, stratégique et à un niveau macro-global. Même si nous agissons principalement au sein de nos organisations, les décisions que nous y prenons doivent être conscientes du schéma plus large et des différentes strates dans lesquelles ces choses se déroulent. Je pense que beaucoup de ces choses sont interconnectées et nous allons voir à quel point elles le sont en créant d'immenses pans de population licenciés à cause de l'externalisation du travail et en remodelant le Sud global, en transformant les économies. Pas forcément pour le mieux. Et en ce moment, alors que nous avons aussi d'énormes désaccords et conflits sur l'immigration, c'est vraiment un euphémisme de parler simplement de désaccords aux États-Unis. Mais je pense que tout cela montre que ce sont des concepts profondément interconnectés. Et nous ne voulons pas aborder le côté politique de ces discussions à l'intérieur des murs de l'entreprise ou lors d'une conférence centrée sur l'entreprise. Parce que nous sommes tous plus ou moins d'accord avec ce principe quasi professionnel selon lequel, ici, nous ne faisons pas de politique, nous parlons seulement de profit, nous parlons seulement de la direction de l'entreprise. Mais il y a des impacts humains et ces impacts humains vont au-delà de la politique. Ils vont au-delà, vous savez, des décisions qui sont prises ici. Donc, je pense vraiment que c'est une partie très importante de la discussion de parler de ce dont nous parlons, afin d'être honnête sur le plan éthique, honnête sur le plan intellectuel, et de prendre ces décisions sans, en quelque sorte, se bander les yeux, pour que nous n'ayons pas à voir les conséquences ultérieures des torts que nous pourrions causer. Cela dit, je ne pense pas que tous les chiffres que nous voyons concernant la perte d'emploi à cause de l'intelligence artificielle soient nécessairement dus à l'intelligence artificielle. Je pense que bien souvent, lorsque nous voyons ces chiffres, nous supposons qu'ils sont liés à des décisions prises par l'intelligence artificielle, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce sont des réductions que les entreprises font parce qu'elles pensent pouvoir regrouper ces licenciements lors d'une journée d'actualité chargée et ainsi, vous savez, bénéficier d'une certaine indulgence en étant associé à d'autres noms d'entreprises comme 10 000 licenciements chez entreprise X, 15 000 chez entreprise XY. Et ça donne juste l'impression que, bon, c'est une journée d'actualité qu'on oubliera vite parce que tout le monde a fait ses coupes. Donc, ça doit simplement être la tendance du moment. Je ne pense pas que tout cela soit explicitement dû à l'innovation en intelligence artificielle qui créerait un manque de besoin pour ces postes occupés par des humains. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu ici. Et l'autre aspect, c'est que l'on voit souvent des décisions trop agressives de la part de la direction, où ils vont supprimer 15 000 emplois, puis se rendre compte qu'ils ont trop coupé et qu'ils doivent réembaucher 5 000 de ces personnes pour combler les postes vacants. L'intelligence artificielle ne peut pas vraiment agir une fois les décisions prises. Je pose des questions complexes, vous donne des réponses complexes, mais c'est simplement la réalité actuelle. Je pense que nous sommes à une époque où toutes ces discussions ont lieu, si nous sommes honnêtes à leur sujet. Elles comportent de beaucoup d'éléments et d'aspects qui s'entrecroisent et qu'il faut vraiment reconnaître pour pouvoir avoir une discussion honnête sur ce qui se passe réellement. Je suis d'accord et ce n'est pas simple. J'aime ce que tu as dit, ou comme on dit, bon, le diable est dans les détails. Et il s'agit aussi de la façon dont nous préparons réellement les dirigeants et aussi nous-mêmes à cela. Parce que le défi, et pour moi le plus grand risque, c'est si nous laissons ces intelligences artificielles manquer de contrôle. Et surtout parce que, bien sûr, le coût de l'intelligence artificielle devient de plus en plus faible. Bien sûr, à grande échelle, c'est difficile, mais on peut quand même faire beaucoup de choses qui causent beaucoup de dégâts. Par exemple, ce qu'on a ajouté avec les réseaux sociaux, la perturbation causée par l'intelligence artificielle va être bien plus grande, surtout quand les faux atteindront une plus grande échelle, ainsi que toutes les manipulations que l'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle. Mais pour revenir à votre livre, et c'est quelque chose de très personnel pour moi, c'est d'accord. Donc, l'un des défis, et bien sûr, vous êtes aussi l'une des personnalités humanistes de la technologie. Alors, comment gardons-nous notre humanité? Parce qu'il y a même eu un cas très médiatisé d'affrontement entre deux des plus grands titans de l'industrie. Le fondateur de Google et Elon Musk étaient présents. Quand cela a été rendu public, Elon Musk a déclaré que nous étions en réalité le fondateur du bon combat.
Nous étions déjà au-dessus des humains et Elon Musk se battait encore et Elon Musk avec ses propres affaires. Mais pour revenir à cette partie d'accord, comment garder cette partie de la création d'un avenir? Et il travaille avec beaucoup d'organisations. Je parlais justement du fondateur de Google. Mais comment pouvons-nous garder cette humanité tout en maintenant un niveau de compétitivité? Parce que la première chose, par exemple, j'ai des jeunes dans l'équipe et certains d'entre eux m'ont apporté des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Je pense que pour des personnes comme toi et moi, c'est devenu normal car nous sommes tellement plongés dedans. Je me souviens notamment de la première fois où j'ai présenté un agent intelligence artificielle construit avec un ami et elle a commencé à pleurer parce que c'était très perturbant pour elle. Et puis les jeunes de l'équipe m'ont dit que, eh bien, la plupart des jeunes deviennent complètement opposés à l'intelligence artificielle et deviennent sceptiques ou cyniques. Pour moi, c'est le plus grand défi, car si tu deviens cynique, tu ne crois plus en rien. Donc, ça veut dire que tu sors du cadre d'un récit. Et c'est pour ça qu'on a autant de théories du complot et ainsi de suite. Donc, pour revenir à ton travail en tant qu'humaniste et humaniste technologique, tu mets en avant dans ton livre certains éléments comme un chapitre entier sur l'évolution prête pour le futur. Et aussi, l'une des choses dans ta conclusion est un monde plus convivial pour l'humain. Donc, je veux aborder ces deux points parce que c'est ainsi que nous apportons cela. Par exemple, en tant que présidente directrice générale, tu dois choisir entre automatiser ou garder le personnel, surtout quand nous avons autant d'entreprises qui bouleversent tout. Donc, j'aimerais entendre votre point de vue, notamment car vous travaillez avec les plus grandes entreprises et les aider à trouver un meilleur équilibre éthique. Oui, je constate que de nombreux dirigeants partagent ce point de vue et je l'apprécie aussi en tant que dirigeante de mon entreprise. Évidemment, à une échelle bien plus petite que celle à laquelle opèrent la plupart des entreprises que je conseille, il y a une continuité ou un thème récurrent que beaucoup de dirigeants ont choisi d'exprimer autant que possible. Ce que nous voulons faire, c'est croître, évoluer et suivre l'accélération de l'intelligence artificielle tout en ne perdant pas la contribution humaine que nous avons. Donc, nous voulons préserver les rôles humains. Nous voulons comprendre comment garder, vous savez, ce sentiment d'un lieu de travail humain afin que vous ayez la possibilité de créer des liens, de développer des connaissances institutionnelles et une culture. Il y a de nombreux éléments essentiels dans une organisation, surtout lorsqu'elle vise à fournir des services ou produits à des clients externes. Si vous perdez cette connexion humaine au fil du temps, cela ressemble à une réalité très étrange à laquelle nous pourrions être confrontés. Donc, je pense que nous comprenons tous intrinsèquement qu'une meilleure version de cela, c'est de garder un sens de l'humanité dans les affaires qui travaillent avec l'humanité et d'utiliser l'intelligence artificielle et la technologie pour développer les opérations, pour élargir la portée, pour accroître les capacités, et donc c'est la voie prometteuse à suivre maintenant. Bien sûr, tout le monde n'adhère pas et il existe de nombreuses variantes. Mais personnellement, je pense que ce qu'il faut retenir de tout cela ou la réflexion la plus sage à avoir en ce moment, c'est quoi? C'est assez ironique, Denis, que tu aies en arrière-plan cette image très verte, boisée, très nature, car je pense que c'est de cela que nous pouvons vraiment profiter. Prendre du recul et se rappeler que nous vivons sur une planète. Et au grand désarroi d'Elon Musk, nous ne sommes pas encore arrivés sur Mars, n'est-ce pas? Nous devons tout faire pour profiter au mieux de cette planète. Et tirer le meilleur parti de cette planète, je pense, c'est respecter le fait qu'elle est limitée, que c'est une ressource finie. Les ressources qui existent sur cette planète sont limitées. Et donc, nous devons réfléchir à des moyens d'équilibrer ce monde physique dans lequel nous vivons. C'est amusant, je retrouve cette mentalité des pixels à leur place, comme dans mon livre précédent mentionné. Mais le monde centré sur le lieu, le monde humain, le monde physique, le monde environnemental dans lequel nous vivons, que nous habitons, est une dimension de la réalité dans notre façon de penser. Et en même temps, nous passons tous énormément de temps dans l'espace des pixels, dans cet espace interconnecté. Vous savez, le métavers s'est avéré être quelque chose auquel les gens ne consacrent finalement pas tant de temps à réfléchir en ce moment. Bien que l'informatique spatiale soit encore un sujet très actuel, mais je pense qu'en réalité, nous passons tous énormément de temps dans cet espace sans limite, infini, un peu pixelisé et virtuel.
dans le sens où nous attribuons beaucoup de capacité à cet espace, alors que nous vivons dans un espace physique fini et limité, et je pense que la tension que nous devrons résoudre pour vivre bien et en harmonie dans cette nouvelle ère, c'est de comprendre comment utiliser les capacités des technologies qui sont sans limite afin de ramener certaines de ces capacités sur cette terre physique et ancrée et à l'humanité qui y vit dans notre règne animal, dans notre règne humain, n'est-ce pas? Et aussi permettre à notre domaine intellectuel qui existe dans cet espace virtuel pixelisé d'accomplir ce travail incroyable, sans limite, infini, qui nous emmène vers des espaces inconnus. Cela nous permet de faire des découvertes dont nous ne savions pas qu'elles étaient possibles. Cela nous permet de créer une richesse que personne ne pensait possible. Cela nous permet. Mais ensuite, qu'en fait-on? C'est cette remise en question constante, cette tension entre fini et infini, physique et virtuel. Et je pense que cette tension va exister avec nous pendant encore très longtemps. Et ce seront celles et ceux parmi nous qui sont les plus sages et les plus équilibrés qui sauront mieux naviguer cette tension. Et je pense que les leaders de la prochaine génération doivent être bons, doivent apprendre à bien gérer cette tension et prendre des décisions sages et régénératrices ici, sur ce plan physique, tout en prenant aussi des décisions infiniment illimitées dans ce plan virtuel. C'est tout à fait vrai, bien sûr, j'y adhère, mais c'est une tâche très difficile et je pense qu'elle devient de plus en plus difficile parce que j'ai deux questions. Je sais que je suis proche de la fin du temps imparti, donc une question que j'ai est plus personnelle. Donc, en tant que technologue et en tant que personne qui traite avec toutes ces entreprises, donc nous faisons face à beaucoup de prises de décision et pour revenir à l'intelligence artificielle en particulier, ces décisions créent un élément, qu'on le veuille ou non. Il y a définitivement une nouvelle espèce. Et comme Noah Arab l'a dit récemment, nous créons une nouvelle espèce et nous sommes les presque sapiens. Mais une nouvelle espèce prendra le relais. Cela peut prendre 10, 20, 50 ou même 100 ans. En réalité, un hybride humain va apparaître, ce qui nous rapproche de la science-fiction. Mais bon, en tant que personne qui travaille là-dessus, et j'ai même interviewé des robots dans cette série, donc j'ai été très impliqué à plusieurs niveaux. Et par exemple, je me souviens que la première fois que j'ai interviewé un robot, c'était avant les vagues d'intelligence artificielle, c'était il y a 5 ou 6 ans. Je me souviens avoir été stupéfait car les questions avaient des réponses. En fait, j'ai délibérément changé toutes mes questions afin de comprendre comment il réagissait avec moi. Et j'ai été complètement choqué de me retrouver à parler pendant 1 heure avec un robot. Et cela s'est produit bien avant tout ce dont nous parlons actuellement sur l'intelligence artificielle et bien avant OpenAI et tout le reste. Donc, cela amène à se demander, d'accord, quel genre de récit allons-nous construire pour la société? Et aussi, quel rôle en tant que leader d'opinion et dirigeant pouvons-nous réellement apporter à cela? Mais aussi, je crois que nous avons très peu de temps compte tenu de toute cette rapidité. C'est sûrement un sentiment d'urgence, mais aussi de gestion de la situation, pas seulement. Pour ceux qui nous écoutent, j'en suis sûr. Bien sûr, tout le monde ne dirige ni ne comprend l'intelligence artificielle comme toi et ceux avec qui nous échangeons. Même dans mon cas, parmi toutes les personnes à qui je parle, sauf rares exceptions comme toi, je pense que 90% n'ont aucune idée. Et je parle. Je me souviens toujours d'un cas d'une personne. J'ai parlé lors d'un petit panel et après ce panel, cette personne est venue me voir et m'a posé une question. J'ai très bien parlé, mais je n'ai rien compris à ce dont tu parlais et je n'étais pas trop technique. Cela s'est produit il y a quelques mois et cette personne dirigeait une grande organisation financière. Donc, et ça m'a fait peur. Parce que si une personne comme ça qui gère des centaines de millions de dollars, donc des décisions de milliards de dollars, des choses comme ça, nous avons toujours un gros éléphant dans la pièce, donc je veux aborder cet éléphant. Parce que bien sûr, si tu parles de tous les Google et tous ces gars-là, bien sûr qu'ils savent, ou du moins ils sont mieux préparés. Cependant, le reste du monde entre en jeu tiré de ton expérience et de tes échanges dans divers pays avec ces dirigeants. Et passons un peu de ces grands leaders de la tech aux seconds leaders qui ne sont pas des leaders technologiques. Ce sont ceux dont je parle. Comment pouvons-nous créer, tout d'abord,
un récit plus utopique et non dystopique parce qu'il est très facile d'aller vers le dystopique. Et si tu vas vers le dystopique, alors tu crées quelque chose de très négatif. Parce que la confiance est ce qui lie la société, ce qui nous permet d'avancer. Oui, c'est drôle que tu utilises cette terminologie utopique et dystopique parce que c'est justement quelque chose que j'utilise souvent dans mes conférences pour illustrer cela. Ce sont les deux seules façons dont on nous a jamais appris culturellement à parler de l'avenir. Et c'est vraiment une lacune parce qu'on n'a pas vraiment un bon vocabulaire pour comprendre la manière nuancée dont l'avenir est susceptible de se dérouler. Le futur n'est que le présent à venir, donc le présent a plusieurs facettes. Nous savons comment parler du présent de manière nuancée, mais nous n'avons pas ce vocabulaire pour le futur. Et ce que je constate, c'est que si on met de côté la dystopie et l'utopie, et si on dit que le futur est simplement le temps qui est devant nous, ce temps est au moins en partie connaissable et prévisible parce qu'il est en partie façonné ou déterminé par les actions et décisions que nous avons déjà prises, ainsi que par celles que nous prenons aujourd'hui. C'est une façon de penser l'avenir qui nous donne beaucoup plus de pouvoir. Et ce que cela nous dit, c'est que la dystopie et l'utopie restent en fait utiles dans la mesure où elles le sont en littérature et dans la culture. La science-fiction utilise ces termes pour montrer que la dystopie reflète nos peurs et l'utopie nos aspirations. Et nous avons des outils dans le monde des affaires et dans le développement organisationnel que nous pouvons utiliser pour appliquer ces mêmes mécanismes. Donc, nous pouvons utiliser la stratégie et la planification pour gérer ce que nous pensons être les risques de quelque chose, les risques et les préjudices que nous pensons pouvoir survenir. Nous cherchons à intégrer nos moyens de réussite dans notre planification et stratégie. Donc, je préconise ce que j'appelle l'optimisme stratégique, qui est un mélange des deux approches, n'est-ce pas? C'est-à-dire, regardez, si le futur n'est que le temps devant nous, et qu'il est au moins en partie connaissable ou prévisible, parce qu'il est au moins en partie façonné ou déterminé par les actions et les décisions que nous avons déjà prises, ainsi que par celles que nous prendrons aujourd'hui. Alors, ce que nous devons être capables de faire, c'est comprendre ce dont nous avons peur, qu'est-ce que nous voulons maîtriser, et créer une gestion des limites autour des risques que nous pensons exister et de ce que nous espérons. C'est la partie que je pense que nous oublions si souvent. Qui sommes-nous? Qu'aimerions-nous vraiment voir arriver? Vers quoi aimerions-nous idéalement tendre? Et créons des conditions qui nous permettront vraiment d'aller dans cette direction, tout en gérant les risques et les préjudices que nous avons identifiés ici. Donc, c'est comme si on traitait à la fois l'utopie et la dystopie et qu'on disait, regardez, essayons de comprendre, exprimons de façon vraiment claire ce que c'est, ce que nous craignons, ce à quoi nous aspirons, et élaborons un plan qui nous aide réellement à atteindre ces meilleurs résultats, tout en gérant les risques que nous pensons exister autour des préjudices possibles, des biais qui pourraient s'introduire et ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a encore des moyens pour nous d'avancer. Et tu as raison, je pense que la fenêtre se referme. C'est sûr, tu sais, l'échelle devient tellement vaste, mais je pense que la conversation reste pertinente pour pouvoir se connecter les uns aux autres. À propos des opportunités d'utiliser l'intelligence artificielle de manière significative, des opportunités de développer des programmes éducatifs pertinents pour exploiter les capacités de l'intelligence artificielle en accord avec les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Pour réfléchir à l'optimisation de l'énergie éolienne, solaire et envisager d'éliminer le plastique des océans, pour pouvoir réfléchir à tous les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle de l'humanité, en accord avec ce que les individus essaient d'accomplir, en accord avec ce que les organisations essaient d'accomplir. Et je pense vraiment que cela se résume à chaque fois que vous pensez à l'avenir, chaque fois que vous commencez à vous inquiéter pour l'avenir, que vous reveniez à cette question. Quelles sont les décisions que j'ai déjà prises? Quelles sont les actions que j'ai déjà entreprises? Alors, quelle est la direction que je peux déjà voir se dessiner et comment aimerais-je qu'elle soit? Comment pourrais-je l'influencer? Comment pourrais-je réellement changer la trajectoire du futur, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'une manière que je peux accomplir aujourd'hui? Et c'est le titre, ce qui compte ensuite. C'est à cela que cela fait référence. Vous savez, quel est ce pas incrémental, itératif, que nous pourrions faire en tant qu'organisation ou en tant que société, en tant que culture, individuellement, peu importe,
qui nous prépare réellement à un avenir meilleur parce que cela aligne ce que nous essayons de gérer comme risque et ce que nous espérons. Très inspirant. Et je crois que c'est la chose la plus difficile et importante sur laquelle nous devons travailler. Et j'insiste sur l'urgence de cela parce que je sais que les gens qui écoutent vos discours et les miens aussi comprennent cela. Mais en même temps, il y a beaucoup de panique, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui se demandent comment puis-je faire face à cette panique. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont paralysées et je pense que cette paralysie est un élément clé ainsi qu'un grand manque de connaissances. Les gens ne réalisent pas l'importance de cela. Ils pensent encore, bon, l'intelligence artificielle, c'est comme utiliser Internet ou Netflix ou quelque chose comme ça. C'est un peu plus cohérent et plus dangereux que ça, disons-le comme ça. Donc, je veux finir sur une note plus positive. En tant qu'humaniste technologique, je veux aussi aborder cette direction. Donc, la dernière question concerne vos livres. Je recommande aussi d'écouter vos podcasts et de lire vos excellents livres et toute la richesse du contenu que vous produisez et que vous partagez. Alors, quel serait le message? Et bien sûr, votre livre fini. Revenir à votre livre est une très belle partie. Il s'agit d'un guide du leader pour l'avenir et aussi de créer ce qui compte pour la suite. Comme vous l'avez dit, nul besoin d'être absolutiste. Pour l'utopie et la dystopie, il existe un terrain d'entente plus réaliste que nous pouvons vraiment construire. Et je pense que c'est ce que vous avez mentionné parce qu'utopique, l'autre jour, c'était quelque chose qui n'existe pas, mais c'est quelque chose pour lequel nous travaillons, l'espoir, ainsi qu'une métaphore de ce que l'on peut accomplir. Comment pouvons-nous concrétiser cela? Au final, tout consiste à créer et dans une relation où la vie, tout repose sur les compromis à faire. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut, et même si la chanson dit que l'on peut toujours avoir ce que l'on veut, mais je crois qu'on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Ce n'est probablement pas la chanson à écrire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je veux tester cela du point de vue de votre écriture, de vos livres. Que compte-t-on ensuite et que laisse-t-on de côté? Eh bien, le message sous-jacent de Tech Humanist et de Pixels in Place, ainsi que de A Future So Bright et de What Matters Next. Une grande partie de mon travail consiste à comprendre que l'expérience humaine fondamentale est celle du sens. Nous sommes des créateurs et des chercheurs de sens, et donc je pense que cela revient vraiment à comprendre à un niveau humain fondamental que le sens est ce qui compte. Et c'est la perspective que nous pouvons utiliser intuitivement pour comprendre les décisions que nous devrions prendre, comment nous devrions avancer dans ce monde, comment nous devrions naviguer vers notre avenir. Si nous comprenons cela, nous devrions toujours créer des expériences significatives les uns pour les autres, à grande échelle et pour nous-mêmes, et vraiment rechercher ce sens. Et donc, je pense que en ce qui concerne ce que les leaders peuvent faire pour aller dans ce sens et comment tout cela s'articule, dans ce dernier message, je pense que la plus grande opportunité qu'ont les leaders, c'est de diriger avec des questions et non avec des suppositions. Nous devons être une culture de l'apprentissage. Denis, tu aimes apprendre, moi aussi. Je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons vraiment être fiers de donner l'exemple pour les personnes avec qui nous travaillons. S'entourer vraiment de connaissances que l'on n'a pas encore acquises et poser des questions significatives, profondes et pertinentes à ce sujet, c'est la seule façon d'avancer. Je pense aussi que nous devons être assez curieuses pour intégrer tôt des voix diverses et veiller à parler à un ensemble équilibré de parties prenantes. Et au sein de beaucoup d'organisations, surtout aux États-Unis, il y a en ce moment beaucoup de résistance à ce concept de diversité, mais je pense que la diversité est devenue un terme qui ne devrait pas être un gros mot. C'est tout simplement s'assurer que vous recevez une éducation complète et que vous faites venir différentes parties prenantes à la table, parce que vous ne pouvez pas comprendre toutes les façons dont le monde est perçu par toutes les différentes personnes dans le monde. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui représentent en quelque sorte les différents points de vue et les différentes expériences que les gens ont. Et puis, je pense que l'autre chose à retenir ici, c'est que, vous savez, il ne s'agit pas de technologie. Il ne s'agit pas seulement de savoir si la technologie est possible ou si l'on peut faire cela avec elle. Il s'agit vraiment de savoir si quelque chose est judicieux, devrions-nous le faire? Si nous pensons pouvoir et devoir le faire, comment le faire?
Et c'est là que nous avons vraiment besoin d'impliquer des philosophes et des éthiciens, ainsi que des représentants de la communauté et des personnes qui représentent vraiment le côté humain. Le côté humain de cette discussion, autant que les personnes qui représentent le côté technologique de la discussion, donc c'est un peu idéaliste. Je ne connais pas beaucoup de dirigeants qui prennent vraiment tout cela à cœur, mais je ne pense pas qu'il soit irréaliste de dire que ce seraient les meilleures décisions en ce moment si nous suivions vraiment ces conseils. Nous prendrions les décisions les plus tournées vers l'avenir, les plus humaines et les plus alignées avec la technologie possible, avec la technologie la plus puissante. Ce monde a connu et connaîtra encore pour l'instant. Donc, j'espère vraiment qu'il y a des dirigeants qui entendent cela et qui se disent, vous savez quoi, je suis ce genre de dirigeant, je vais prendre ce genre de décision. Amen. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et oui, on en a besoin pour le bien de nous tous. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous allons vraiment avoir un type très dystopique, vraiment de la dystopie. Je pense que l'humanité primera, c'est pourquoi vos livres, votre écriture et votre optimisme sont importants. Ce magnifique sourire le met tellement en valeur. Ce fut un honneur et un plaisir. Je crois que nous avons dépassé 1 heure. Ce fut un plaisir. Merci. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup plus de questions que nous pourrions aborder dans un avenir proche, mais je veux que mon public apprenne à vous connaître. Et aussi, nous mettrons en avant beaucoup de vos publications, livres et choses comme ça. Alors, vous êtes présent sur LinkedIn et sur beaucoup d'autres plateformes. Il y a vos sites web que nous mettrons en avant. Donc, ça a vraiment été un honneur et un plaisir, et je vous souhaite simplement cette inspiration fantastique dont le monde a besoin. Parfois, il m'arrive d'avoir des jours sombres. Je pense que vous avez apporté un peu de soleil et nous en avons besoin. Merci beaucoup. Merci, Denis. J'apprécie vraiment. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions ou un sujet que vous souhaitez aborder la prochaine fois dans la section des commentaires. Nous lisons vos commentaires et adapterons nos vidéos selon vos retours. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'ici là, restez en bonne santé et informés.